Il n'est pas nécessaire, je crois, de souligner l'importance de l'épidémiologie aujourd'hui. C'est quelque chose qui nous concerne tous, dont nous parlons tout le temps. Je crois c'est un sujet qui est revenu absolument tout le temps dans les nouvelles ces derniers temps. C'est un sujet mondial qui touche le monde entier. Cependant, je ne sais pas si on a suffisamment pris la mesure de la nature profondément interdisciplinaire de l'épidémiologie. Quand on pense à l'épidémiologie, aux épidémies, on pense bien sûr d'abord à la médecine. La médecine dont plusieurs sous-domaines sont concernés par les épidémies. C'est la virologie, l'infectiologie, on pourrait même dire les maladies tropicales, comme c'était appelé dans certains hôpitaux. C'est aussi la médecine publique qui est largement concernée par les épidémies. Mais aussi, bien sûr, la biologie qui nous enseigne comment sont faites les bactéries, les virus. Mais il y a aussi un aspect mathématique. Donc, très vite, dans l'histoire de la connaissance des épidémies, on a fait appel aux statistiques pour essayer de comprendre comment la dynamique se déroulait de ces épidémies. Mais il y a eu au début du XXe siècle des efforts pour inventer des lois mathématiques. Il y a notamment un modèle très célèbre qui s'appelle le modèle de Kermack-McKendrick, qui est un modèle qui aujourd'hui est considéré comme le plus classique. C'est vraiment une des grandes équations de la biologie mathématique, on pourrait dire. Plus récemment, on a commencé à utiliser des approches plus précises, en quelque sorte, plus détaillées, plus fouillées, qui sont inspirées largement de la physique statistique et de ce qu'on appelle la théorie des systèmes complexes. L'épidémie était vraiment un système complexe, où on décrit la population de façon la plus granulaire, la plus fine possible, avec des agents qui interagissent. On appelle ça la modélisation multi-agents. Et il faut dire que les décisions du gouvernement qu'on connaît sont largement inspirées par des modélisations, ou s'appuient en tout cas, ou font appel à des modélisations de deux types que je viens d'évoquer. Mais il y a un autre aspect qui me paraît important de souligner, c'est l'aspect science sociale de l'épidémiologie. En effet, la façon dont se transmettent les maladies, la façon dont se propagent les épidémies, ont largement à voir avec les habitudes sociales, avec les usages, avec les cultures, avec les façons d'être, avec la façon de réagir plus ou moins aux injonctions des gouvernements, au système politique en quelque sorte aussi. Par exemple, est-ce que quand nous nous rencontrons, nous nous faisons la bise? Est-ce que nous nous serrons la main? Est-ce que nous parlons très fort, très près l'un de l'autre? Est-ce qu'au contraire, nous sommes loin? Est-ce que nous vivons dans des lieux de densité très élevée? Est-ce que nous prenons des transports en commun très bondés? Et ainsi de suite. Et ces habitudes, ces usages constituent l'ensemble des comportements sociaux, on pourrait dire, et ces comportements sont fondamentaux pour pour comprendre les transmissions des maladies. C'est pour ça que moi j'aime bien dire que l'épidémie, c'est un exemple très fort de fait social total au sens de Marcel Mauss. C'est vraiment quelque chose qui mobilise toute la société, qui s'impose de façon extrêmement forte aux individus et qui en même temps est le résultat des comportements individuels. Une nouvelle approche se développe actuellement depuis presque une dizaine d'années, même plus en fait, pour aborder les questions de l'épidémiologie. C'est ce qu'on appelle wastewater epidemiology en anglais, donc l'épidémiologie des eaux usées. Donc il s'agit de mesurer en amont des stations d'épuration la quantité de virus qu'on retrouve dans ces eaux usées. Donc en pratique, pour parler clairement, des eaux usées qui proviennent donc des toilettes de la population qui se trouve dans le même bassin de recueil de ces eaux usées, pour le même collecteur. Cette approche a de nombreux avantages. D'une part, c'est une approche anonyme qui évite les biais habituels de reporting. Donc, vous savez qu'en France, on meurt plus du Covid le lundi que le samedi et le dimanche. Évidemment, c'est un biais d'enregistrement. Mais par exemple, c'est vrai aussi quand on se base uniquement sur les décès, comme beaucoup d'études le font, parce que c'est une donnée assez objective en quelque sorte. Et on s'aperçoit que les décès eux-mêmes sont sujets à évolution. Par exemple, les médecins traitent mieux aujourd'hui, différemment, les patients du Covid. Et il y a moins de décès
qu'au début de l'épidémie. Donc vous voyez, toutes les données habituelles, nombre d'hospitalisations, nombre de tests positifs, nombre de décès, nombre de patients en soins d'unité intensifs, toutes ces données sont sujettes à des biais de reporting, à des biais aussi d'évolution de la façon dont on traite la maladie, et par conséquent pose des problèmes. En revanche, les eaux usées ne mentent pas, elles sont anonymes, elles repèrent des données qui sont des données pour une grande population, donc par conséquent c'est beaucoup moins coûteux que de faire des tests individuels, et elles ont de nombreux autres avantages, notamment parce qu'elles repèrent aussi bien les symptomatiques que les asymptomatiques. Et aussi, surtout très important, c'est un système d'alerte précoce, parce qu'on pense qu'il y a une semaine d'avance d'observation du virus dans les eaux usées et les premiers cas déclarés. Il y a un exemple que je trouve très fort, c'est ce qui s'est passé en Israël avec le virus de la polio, avec une épidémie de polio qui a eu lieu en 2013-2014. Il y a eu une épidémie importante qui a été observée, détectée très tôt, grâce au système mis en place par les autorités dès 1989, il faut le dire, des eaux usées. Et donc on a observé dans le sud d'Israël, autour de la ville de Beersheva, dans le désert du Negev, on a observé une circulation importante du virus de la polio. Et il faut savoir que jusqu'à présent, la polio n'était repérée que lorsque se déclaraient les cas de paralysie flaccide aiguë, donc les cas de paralysie poliomyélitique qu'on connaît, et donc lorsque c'est trop tard pour les personnes qui développaient ces cas, mais c'était comme ça qu'on repérait la polio. Le fait d'avoir pu observer cette circulation du virus tôt a permis aux autorités de prendre des mesures très énergiques de vaccination de l'ensemble des populations concernées, et en fait, il y a eu 0 cas de paralysie cette année-là. Donc, c'est un cas, on est sur le point d'éradiquer la polio, mais l'exemple que je cite est un exemple qui montre à quel point il y a un potentiel considérable dans la surveillance des eaux usées pour l'épidémiologie. Une des difficultés essentielles est comment on fait pour remonter des mesures dans les eaux usées à des informations sur les populations concernées. Comment on fait pour dire, à partir du nombre d'unités génomiques présentes par litre, présentes dans les eaux usées, quelles informations on peut en tirer pour dire qu'il y a tant de pourcentage de gens infectés dans cette population. Notre travail est basé sur ce qu'il me plaît d'appeler une expérience naturelle. Vous savez que dans beaucoup de domaines, y compris d'ailleurs dans les épidémies ou dans les sciences sociales en général, on ne peut pas faire d'expérience, évidemment, mais il y a cette idée de l'expérience naturelle, c'est-à-dire de situations où les conditions sont telles qu'il y a peu de facteurs qui varient, à part celui qu'on veut observer, et dont on peut tirer donc des conséquences. Notre expérience naturelle, donc celle sur laquelle on s'appuie, résulte d'observations qui ont été menées autour du bassin de Thau, notamment à Sète et dans d'autres villes. Il s'agit de 4 stations d'épuration des eaux usées. Ces mesures, d'ailleurs, ont été diligentées au départ par le syndicat mixte du bassin de Thau. Au départ de nos observations, il y a eu d'abord la présence du virus, la circulation du virus a d'abord baissé au début de nos observations, autour du mois de mars. Ensuite, on a connu une phase de croissance exponentielle qui est liée au fait qu'il y avait un R0 plus grand que 1. Au passage, je signale que jamais, je crois, dans les années récentes, on a autant entendu parler d'un objet mathématique que ce R0. Le R0, toutes les autorités en parlaient, les présentateurs des journaux télévisés y faisaient allusion, et donc c'est assez intéressant, c'est un objet mathématique, le R0, dont la comparaison avec 1 nous dit si l'épidémie est en phase de croissance exponentielle ou en phase de décroissance exponentielle. Il y a soit R0 plus grand que 1, soit R0 plus petit que 1. Donc il y avait cette phase exponentielle dans ce qu'on a observé, et puis il y a eu ensuite l'arrivée vers un plateau. Donc les données au lieu de continuer à croître puis à décroître, comme on peut le penser, il y a eu stabilisation sur un plateau. Les données sont restées relativement constantes pendant une période assez longue, pendant plusieurs mois. On a beaucoup entendu parler de plateau élevé, plateau bas. Mais quand on réfléchit un petit peu,
les théories habituelles ont du mal à rendre compte de ces plateaux parce qu'il y a justement un R0, soit le R0 est plus grand que 1, soit il est plus petit que 1. Il n'y a pas de raison d'être rigoureusement égal à 1. On devrait plutôt assister à une décroissance exponentielle, bon, quitte à ce qu'il y ait l'apparition de nouveaux virus, de nouveaux variants qui conduisent à une nouvelle phase de croissance exponentielle. Mais donc cette question-là, elle résulte d'une observation. Donc c'est pour ça que je parle d'expérience naturelle. On a observé un phénomène qui demandait à être expliqué. Et si on a pu l'observer, c'est que les instruments de mesure qui ont été mis en place autour du bassin de Thau par la société GeoBiomix, donc c'est un travail qu'on a fait en collaboration avec des chercheurs de cette entreprise, les instruments de mesure ont donné des résultats beaucoup plus précis que ce dont ils disposaient avant. Mais il y a une chose importante, c'est que dans les 4 stations d'épuration, elles étaient regroupées en 2 par 2. Il y avait deux groupes de 2 qui avaient chacune leur évolution propre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que lorsque le premier groupe se stabilise, le deuxième groupe continue de croître. Et continue de croître jusqu'à ce qu'il atteigne le même niveau que le premier groupe où il se stabilise. Et ça, c'est une vraie donnée expérimentale, si on veut. Parce que si on avait imaginé que la stabilisation sur un plateau résultait des mesures de distanciation sociale, etc., de politique sanitaire prises par le gouvernement, alors ça aurait dû affecter toute la région de la même façon. Et donc ça aurait dû conduire à une stabilisation, ou en tout cas à une décroissance, partout de la même façon. Ce n'est pas ce qui a été observé, puisqu'on s'aperçoit que le deuxième groupe a continué à croître jusqu'à atteindre la même valeur que le premier et se stabiliser au même niveau. Ce qui montre, de façon expérimentale, qu'il y a une dynamique intrinsèque de cette croissance épidémique qui ne relève pas seulement des mesures gouvernementales ou de l'apparition de variants. C'était une époque où les variants n'étaient pas encore apparus. Pour rendre compte de ces observations, nous avons donc proposé un nouveau modèle qui repose sur la prise en compte de 2 nouveaux éléments dans les populations, donc qui vient enrichir le modèle classique qui s'appelle le modèle SIR, le modèle le plus classique de dynamique des populations pour les épidémies, qui divise les populations en susceptibles, infectieux, immunisés ou enlevés en quelque sorte. Ces éléments nouveaux qui sont pris en compte dans le modèle que nous proposons sont la variabilité des comportements, des attitudes des individus susceptibles d'être infectés face au risque d'être infectés et leur variabilité aléatoire. Donc on sait bien que autour de nous, on a tous vu des gens avoir des comportements très différents. Et on sait aussi que ces comportements peuvent varier d'un jour à l'autre. On peut être très sage pendant quelques jours, puis tout d'un coup prendre le métro, aller au travail, oublier son masque chez soi, discuter avec des collègues ou aller au restaurant, dans un bar, etc. Ou partir en vacances. Bon. Il y a beaucoup de variabilité intrinsèque. Ça, c'est d'une certaine façon plus réaliste que de faire l'hypothèse, comme ça l'est dans le cas classique, d'un comportement qui est uniforme parmi tous les individus susceptibles et qui ne varie pas, qui est invariable dans le temps. Or, donc nous introduisons ces éléments, construisons un nouveau modèle qui incorpore cette hétérogénéité des comportements face au risque et une variabilité aléatoire, ça change de façon aléatoire d'un jour à l'autre. Et donc quand on fait des simulations numériques à partir de ce modèle, on observe effectivement la création de plateaux, l'émergence de plateaux. Donc l'émergence de plateaux, une fois qu'on prend en compte l'hétérogénéité et la variabilité des comportements, devient un élément naturel, intrinsèque, qui n'a pas besoin d'être expliqué par des instances de politique sanitaire ou de réaction psychologique, comme ça a été fait dans d'autres études, par exemple, de la population. Donc, ça met en évidence une dynamique qu'on appelle intrinsèque, puisqu'elle ne dépend pas d'autres facteurs. Elle est dans le jeu naturel de comment ces choses interagissent les unes avec les autres. Et si on veut donner une explication de pourquoi des plateaux apparaissent, eh bien ce modèle nous enseigne, nous en donne en tout cas la direction.
Pourquoi? Parce qu'on atteint un niveau élevé, il y a un plateau. La plupart des individus qui avaient un comportement très risqué au départ ont déjà été, en quelque sorte, infectés et ont disparu du jeu, ne sont plus infectieux. Mais il reste tous les autres qui avaient des comportements moins risqués peut-être, mais dont les comportements varient d'un jour à l'autre. Et en variant, donc c'est comme si on amenait tous les jours de nouveaux candidats à l'infection, et c'est ça qui contribue à maintenir l'infection sur un plateau élevé jusqu'à ce que un pourcentage suffisamment élevé de la population soit infectée et qu'on aboutisse à ce qu'on appelle l'immunisation de groupe. Donc c'est ce phénomène-là de variabilité et d'hétérogénéité qui fait se maintenir la population à un niveau, enfin l'infection, l'épidémie à un niveau stabilisé, un plateau haut notamment. Mais ce n'est pas tout, parce qu'on observe aussi d'autres comportements dans les graphiques habituels des épidémies, surtout lorsqu'on a des mesures très, très précises. C'est, comme c'est le cas pour nous, c'est notamment ce qu'on appelle des épaules, donc c'est une sorte de petite oscillation après avoir atteint le maximum pour revenir au plateau. C'est aussi les rebonds, et on sait bien qu'il y a des rebonds, même sans présence de variants. Et en fait, le modèle que nous proposons conduit naturellement à ça. Il conduit à la formation de plateaux, mais aussi à la formation de ces épaules, en quelque sorte, et à des rebonds. Bien sûr, il peut aussi intégrer ensuite des variants, et on montre aussi que dans ce même modèle, quand surgissent des nouveaux variants plus infectieux que les précédents, alors on a des rebonds plus élevés, comme on peut s'y attendre. Mais il y a aussi, je répète, une apparition naturelle des rebonds qui montre que ça fait partie de la dynamique naturelle des choses. Donc ce modèle permet d'expliquer pas mal de choses, et on a testé ce modèle sur les données que nous avions. Nous avons calibré, comme on dit, ce modèle sur les données que nous avions, et on voit qu'on peut reproduire avec une grande précision les observations qui ont été faites dans ce modèle une fois qu'on a choisi les bons paramètres. Il y a aussi d'autres usages qui se prêtent tout à fait à des mesures à partir des eaux usées, notamment l'usage des drogues. On a souvent dit que les drogues étaient assimilées à un comportement épidémiologique. Et effectivement, donc, l'usage des drogues est tout à fait repéré dans les eaux usées. C'est incroyable ce qu'on trouve dans les eaux usées. C'est vraiment fascinant. Il y a ici une réserve d'informations sur les comportements humains qui est absolument étonnante. Donc on peut repérer les drogues, ça a été fait, il y a des études qui ont été faites pour savoir par exemple quel type de drogue est utilisé dans tel quartier, quel autre type de drogue est utilisé dans tel autre quartier par exemple, dans telle ville, dans tel pays. On peut faire des comparaisons et on peut vraiment suivre l'usage de ces drogues. Mais il y a d'autres, il n'y a pas que les drogues, il y a les médicaments, notamment on peut parler des psychotropes dont on peut relever les traces dans les eaux usées. On peut retrouver la trace de vitamines, s'il y a beaucoup de vitamines ou pas, mais on peut retrouver aussi la trace de contaminants, de colorants dans la nourriture. On peut retrouver la trace de pollution dans la façon dont elle affecte les êtres humains dans le quartier considéré ou dans la ville considérée. Donc tout ça sont des instruments de suivi, de détection, d'alerte et de compréhension qui sont considérables, à la fois pour les aspects de protection des populations, bien sûr, mais aussi pour les questions, si on veut se placer sur un plan plus universitaire, de recherche sur les comportements humains. On peut envisager d'autres choses aussi, on peut aller beaucoup plus loin dans la spécificité géographique des mesures, la localisation des mesures. Par exemple, on peut s'attacher à mesurer que les eaux usées qui émanent d'un EHPAD donné. Ça a été fait. On peut s'attacher à mesurer la présence, on peut s'attacher à mesurer les eaux usées qui viennent d'un hôpital. Là aussi, ça a été fait. Il y a eu parfois des surprises. On a découvert que certaines maladies circulaient avant d'avoir été observées. On peut aussi remonter par exemple vers les écoles. On peut utiliser les mesures d'une école donnée, d'une université, d'un site de recherche. Ça a été fait aux États-Unis notamment,
plus généralement, donc, le fait d'avoir des instruments de plus en plus précis et une utilisation généralisée va conduire à l'émergence d'une nouvelle part de l'épidémiologie scientifique qui permet de faire des observations très précises qui résultent de phénomènes très complexes comme les comportements humains, la circulation du virus, la façon dont la maladie se transmet, etc. Et je crois que les approches qu'on doit avoir pour aborder ces questions sont par nature pluridisciplinaires. Les observations dont je parlais, je disais tout à l'heure qu'elles sont le résultat d'interactions complexes. Et donc, si on veut aller remonter au niveau des interactions, il faut évidemment que interviennent médecine, biologie, mathématiques. Pour parler du rôle des mathématiques, j'ai un exemple que j'aime beaucoup, une citation que j'aime beaucoup, qui est une citation qui vient de Sir Donald Ross, découvreur de mécanismes de transmission de la malaria. Autant dire que c'est une découverte majeure qui a sauvé beaucoup de vies dans la suite. Voilà ce qu'il disait du rôle des mathématiques dans les épidémiologies. As a matter of fact, all epidemiology, concerned as it is with the variation of disease from time to time or from place to place, must be considered mathematically, however many variables are implicated, if it is to be considered scientifically at all. And the mathematical method of treatment is really nothing but the application of careful reasoning to the problem at issue. Parce que c'était lui-même un personnage très intéressant. Donc, comme je l'ai dit, un mathématicien amateur est plus qu'amateur en réalité, puisqu'il a réfléchi lui-même à comment essayer d'écrire des modèles mathématiques pour rendre compte de l'évolution des épidémies. Mais c'était aussi un personnage assez excentrique, pas très facile de caractère semble-t-il, mais assez excentrique, qui était aussi compositeur de musique, poète et auteur de pièces de théâtre. Donc voilà, c'était juste pour dire en conclusion sur Ronald Ross que c'est bien d'avoir des approches variées et qui se conjuguent et se rassemblent pour étudier des phénomènes aussi complexes que les épidémies.